Thank you very much, Honorable Joanna Béranger. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Il y a un an, Monsieur le Vice-président, je terminais mon premier discours sur le budget 2020-2021 en citant cette phrase d'Edgar Morin qui fait encore écho aujourd'hui. Les budgets du MSM se suivent et se ressemblent, et pourtant chaque année est précieuse dans le combat pour le climat, pour plus de justice sociale, de transparence, de méritocratie, éléments essentiels à la bonne santé de notre économie. Le pli de l'écologie aurait dû être le pivot du projet économique pour les prochaines décennies. Nous attendons d'ailleurs impatiemment le plan directeur pour l'environnement qui est en préparation de ce que j'ai compris et qui, j'espère, sera pris en considération dans le National Flood Management Programme annoncé par le ministre des Finances au paragraphe 38. 117 milliards pour 1500 projets de drains, nous dit-on. À qui seront alloués tous ces contrats ? On se souvient de la polémique soulevée autour des contrats distribués pendant que nous étions confinés. Nous veillerons au grain. Tous, petits et grands entrepreneurs de notre République, doivent avoir accès à ces contrats et doivent être invités à servir en toute méritocratie. 1500 projets de drains, donc, pour remédier aux problèmes d'inondation, nous dit-on. On ne cessera de le répéter. La construction de drains soulagera certaines régions dans l'immédiat, mais en rajoutant du béton, en imperméabilisant nos sols, on ne fait que transférer le problème plus loin. Sur une surface dure, l'eau dévale rapidement vers les rivières et l'océan, créant une perte d'eau et des inondations au passage, nous explique l'universitaire Vincent Florenz. Ce gouvernement revient chaque année avec une politique caniveau, en annonçant des projets de drains pour donner l'illusion à la population qu'ils remédient à leurs problèmes. Mais les inondations ont-elles cessé pour autant depuis 9 ans ? Non. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement continue de détruire nos arbres et nos forêts qui absorbent l'eau, continue de permettre des déviations des cours d'eau naturels, de permettre les constructions sur les wetlands qui agissent comme des éponges, de permettre des développements sur les zones écologiquement sensibles. Et tant que ce sera ainsi, il y aura des inondations. Mais le pire, Monsieur le Vice-président, c'est que le changement climatique sera toujours là pour avoir bon dos. Et nous deviendrons peut-être le pays avec le plus de surface bétonnée par mètre carré. Nous sommes en bonne voie car nous étions déjà parmi les premiers en 2015, selon l'étude Harmon et al. Intitulée « Environmental Conservation, Threats to Environmental Sensitive Areas from Peri-Urban Expansion in Mauritius ». Cela étant dit, je suis contente d'entendre le ministre des Infrastructures reconnaître le fait que la construction de drains ne suffit pas pour régler le problème des inondations et que ce gouvernement a malheureusement permis des constructions et dévier les cours d'eau naturels. Ma suggestion est donc évidemment de s'attaquer à l'essentiel, d'adresser une bonne fois pour toutes le problème des inondations de façon holistique, c'est-à-dire en impliquant les ministères concernés, notamment le ministère de l'Environnement qui, comme je le disais, est en train de préparer le plan directeur de l'environnement, le ministère de l'Aménagement du territoire qui, lui, est en train de préparer le National Development Strategy, et en intégrant la nature dans la gestion des eaux pluviales, notamment, par exemple, en intégrant des bassins de rétention pour limiter le débit d'eau pluviale en aval et ainsi mettre moins de pression sur les drains en amont. Ce ne sont pas les études qui manquent sur le sujet, mais il est question de vision et de volonté. En attendant de voir un jour peut-être être implémentées de telles mesures durables, il est urgent de reloger les familles qui habitent dans les zones inondables et que le gouvernement vienne de l'avant avec un plan de solidarité dédié à cela. Et c'est d'ailleurs en partie pour cette raison que j'avais questionné le ministre des Infrastructures publiques mardi dernier sur l'étude intitulée High Digital Elevation Model and Aerial Imagery for the Island of Mauritius and Rodrigues, faite en 2018.
Rendre publique cette étude permettrait à nos compatriotes de prendre connaissance des zones inondables à travers le pays, de prendre conscience des risques entourant ces zones et d'agir en conséquence, c'est-à-dire pour ceux qui habitent dans les zones inondables, de les évacuer ou alors de protéger ces zones inondables. Mais avec tout le mépris habituel qui caractérise ce gouvernement, le ministre s'est contenté de déclarer, je cite, « I do not think that anything and everything should be given public. » Peut-être devrais-je lui rappeler que cette étude de 16 millions a été financée par l'argent des contribuables et qu'ils ont par conséquent le droit d'avoir accès au contenu de cette étude. Et à vrai dire, de quoi le ministre a-t-il peur ? De quoi a-t-il peur ? Que la population ait encore une nouvelle preuve flagrante que ce gouvernement s'obstine à vouloir permettre les développements sur nos zones écologiquement sensibles et qui contribuent en réalité aux inondations et à la détresse de la population. Qu'il s'agisse du plan directeur de l'environnement, du National Development Strategy qui est en préparation, de ce nouveau National Flood Management Programme annoncé au paragraphe 38, tous ces programmes doivent impérativement avoir le changement climatique comme principe fondamental. Mais quand j'entends le ministre de l'Environnement venir annoncer dans son discours du budget que 3 millions seront alloués pour inciter le greening du secteur public et que de l'autre côté, 50 millions sont alloués à l'embellissement de nos autoroutes, je me dis que si ce gouvernement veut être sérieux dans la transition écologique tant évoquée, il serait urgent de revoir les priorités. Une seule mention du changement climatique dans ce budget 2021-2022 pour la réhabilitation des côtes déjà impactées. Réhabiliter, c'est bien, Monsieur le Vice-président, mais protéger en évitant de détruire, c'est encore mieux. Et la protection de nos côtes commence sur les montagnes. Aujourd'hui, je me demande à quoi bon parler de protéger nos côtes quand on voit les feux verts donnés par l'Economic Development Board, qui est d'ailleurs devenu quasiment un gouvernement parallèle non redevable envers le Parlement, quand on voit les feux verts accordés par l'Economic Development Board à des projets tels que Legion Hill sur la montagne de la Tourelle à Tamarin, qui est située dans une zone écologiquement sensible et qui devrait pourtant être protégée. Qu'est-ce que ce projet a de si exceptionnel pour avoir bénéficié des dérogations par rapport au Planning Policy Guidance? Au nom de quoi ou au nom de qui le ministre de l'Environnement, qui a la responsabilité de protéger notre patrimoine naturel, nos biens communs, choisit de fermer les yeux face au non-respect flagrant des conditions du permis IAIE qui lui ont été mis sous les yeux? Qui prendra la responsabilité de l'insécurité, de la mise en danger des habitants? Toutes mes questions parlementaires sur le sujet restent sans réponse et ignorées. Le ministre a le pouvoir, mais surtout le devoir, de protéger notre environnement, mais choisit de jouer au grand absent. Le ministre a même défendu un autre développement non respectueux de l'environnement, dans le cadre de l'agrandissement de la route à Chamarel, dans une des régions les plus riches et les plus denses en espèces endémiques, selon l'étude Page et d'Argent faite en 1997, intitulée « A Vegetation Survey of Mauritius ». Ce projet a d'ailleurs été implémenté sans l'autorisation du département Bois et Forêts et sans aucune étude faite au préalable pour évaluer l'impact environnemental de ce projet. Il a enfreint ainsi plusieurs lois de notre pays, notamment la section 10 et la section 24 de la partie B du Schedule 6 de l'Environment Protection Act, la section 14 de la Forest and Reserves Act et la section 21 du Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Act. Nous sommes en 2021 et nous avons un gouvernement qui enfreint nos lois sans complexe. Triste réalité. L'autorisation du département Bois et Forêts a ensuite été obtenue en catimini et l'officier ayant dénoncé la maldonne s'est vite vu transférer. Résultat, massacre écologique et érosion accélérée. Quelle logique y a-t-il dans cette destruction de l'environnement? Peut-être
pour permettre ensuite au ministre des Finances d'annoncer des travaux de stabilisation et de glissement de terrain à Chamarel au paragraphe 370D, et ainsi encore donner l'impression que ce gouvernement a à cœur la protection de notre environnement. Sauf qu'en réalité, c'est simplement proposer des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc le gouvernement est à la fois pyromane et pompier. Les ONG, les associations militants pour l'environnement, et moi-même avons demandé au ministre de l'Environnement de bien vouloir utiliser ses prérogatives pour faire stopper le massacre. En réponse, il a choisi de se cacher derrière le secteur privé en l'accusant d'avoir fait pire, mais en omettant pertinemment que c'est son ministère qui accorde les permis concernant l'environnement et que c'est donc lui qui a la responsabilité de le protéger. La Mauritius Wildlife Foundation a elle aussi tiré la sonnette d'alarme sur ce massacre d'arbres endémiques, dont des bois d'ébène, comme on les appelle, de plus de 500 ans, qui abrite également le fameux cresserelle qui a été sauvé de justesse de l'extinction. Alors que nous sommes signataires de la Convention on Biological Diversity, qu'il ne nous reste que 1,3% de nos forêts endémiques en bonne santé, le ministre de l'Agro-industrie brille lui aussi par son inaction alors que notre biodiversité est en danger. Au-delà du mépris du gouvernement pour les nombreux appels des citoyens et citoyennes, du mépris pour les lois de notre République, le gouvernement semble mépriser également nos engagements internationaux et notamment les objectifs à atteindre. Ces objectifs avaient d'ailleurs été évoqués lors des assises de l'environnement dont le ministre a fait mention dans son discours. Permettez-moi, Monsieur le Vice-président, d'en rappeler quelques-uns. L'objectif du Sustainable Development Goal numéro 15 de l'agenda 2030 pour le développement durable, I quote, « Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. » Ou encore, « Address the underlying causes of biodiversity loss by mainstreaming biodiversity across government and society. » Ou encore, reduce the direct pressures on biodiversity and promote sustainable use. Des projets comme ceux cités précédemment, ou encore actuellement celui qui est en implémentation à Maïbourg, impactant un wetland et détruisant des mangroves, mais qu'importe si cela permet l'accès au barachoir de celui qui est dans les bons papiers du gouvernement, ou encore de nombreux projets dénoncés par les ONG militants pour la protection de l'environnement, tout cela est en totale contradiction avec la vision évoquée aux assises de l'environnement et en totale contradiction avec les objectifs fixés au niveau international. Donc si le gouvernement persiste dans cette voie, où les paroles ne sont absolument pas reliées aux actes, ces beaux objectifs des assises de l'environnement ou les SDGs de 2030 finiront donc comme ceux de la Convention on Biological Diversity Aichi Targets de 2020, dont aucun objectif n'a été atteint. Malcolm de Chazal disait qu'il faut que les montagnes de Maurice soient décrétées monuments historiques et soient protégées en conséquence. Il ne pouvait sûrement pas deviner qu'aujourd'hui, même nos monuments historiques sont pillés et abandonnés, mais c'est pour dire que dès 1964, certains avaient compris que c'est dans nos montagnes que commence la protection de nos côtes. Ainsi, comment parler de la protection de nos côtes sans parler de la protection de nos zones écologiquement sensibles? Aucune mention dans le discours du budget de la mise en place d'un ISA Bill. La protection de nos zones écologiquement sensibles, qui sont aussi des carbon sinks, mérite toute notre considération. Le MMM est en faveur de l'implémentation d'un projet de loi visant à les protéger et qui devrait être amené au Parlement en toute urgence. Le MMM est signataire du manifeste qui a trouvé le soutien de pas moins de 41 associations et je le dépose sur la table de l'Assemblée. Et s'il faut encore au gouvernement une raison de préserver nos ressources naturelles, le paragraphe 68 du rapport de la Banque mondiale nous dit « Investment in preserving the island's precious natural resources hold the key not only to the economy's near-term recovery, but to its entire future. »
Et tout comme il est inutile de parler de réhabilitation si le gouvernement continue de détruire, il est important d'éviter de créer des déchets inutiles avant de penser à les recycler. Et en parlant de déchets inutiles, au paragraphe 371, on nous propose la création d'une nouvelle institution, le National Environment Cleaning Authority. L'an dernier, le National Cleaning and Embellishment Program était annoncé dans le budget avec exactement la même finalité. Donc, quelle est la raison de la création de cette nouvelle institution? Pourquoi vouloir créer cette nouvelle institution avec l'argent des contribuables au lieu d'améliorer les structures déjà en place, si ce n'est pour faire plaisir aux copains, aux copines et autres amis d'enfance? Concernant la gestion des déchets, là encore, on retrouve des mesures recyclées. Le directeur de l'audit a regretté le fait que le ministère de l'Environnement n'ait aucun plan efficace pour la gestion et l'élimination des déchets solides. Et c'est sûrement la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'étude sur la gestion des déchets solides, qui est prête depuis belle lurette, n'a jamais été rendue publique. Les éco-poubelles, autrement dit les poubelles de tri de déchets, étaient elles aussi déjà annoncées dans le dernier budget. Et on y voit difficilement l'utilité quand on sait qu'il n'y a aucun système de collecte sélective des déchets et aucune facilité pour le recyclage local de ces déchets. Quel dommage également que le gouvernement, qui parle de créer un nouveau pôle de croissance basé sur les énergies renouvelables, n'ait pas saisi les avantages de la revalorisation énergétique à travers le Waste to Energy. Monsieur le Président, les animaux font eux aussi partie de notre environnement et le traitement qui leur est infligé, particulièrement les chiens, a souvent été l'objet de vives critiques au niveau international, avec des vidéos de chiens maltraités ou s'entre-dévorant dans les locaux de la MSO. J'ai moi-même été visiter les locaux de la MSO à Vallée-des-Prêtres et je dois dire que j'ai été horrifiée par l'état des animaux qui s'y trouvaient. Et je ne vois rien, encore une fois, dans ce budget visant au renforcement des dispositions de l'Animal Welfare Act ou améliorant la condition des animaux de la MSO, ou encore l'élaboration de campagnes de sensibilisation ou de stérilisation. Et pourtant, de grands changements avaient été annoncés suite à la visite du ministre de l'Agro-Industrie dans les locaux de la MSO en février dernier, où il avait même déclaré, je cite, « J'ai eu des sueurs froides ». Mais qu'est-ce qui a été fait depuis pour changer la situation? Rien du tout. Et nous attendons encore d'ailleurs les rapports financiers de cette institution, dont les comptes n'ont pas été audités ni déposés depuis 2013. Entre la création de toutes sortes d'institutions qui ne sont pas redevables envers le Parlement, le mépris des lois de notre République, le gouvernement donne l'exemple à notre jeunesse de ce qu'est la mauvaise gouvernance, le règne de l'opacité. Monsieur le vice-président, toujours dans le souci de préserver notre environnement, je déplore le manque de vision et de mesures pour encourager la production agricole locale, saine, une production de qualité, sans pesticides. 98% des pesticides atteignent une autre destination que leur cible explicite et ont des conséquences létales sur les humains avec maladies congénitales ou encore le cancer. Le ministre de l'Agro-Industrie a prétendu dans son discours que le thé mauricien est pesticide-free. Je voudrais lui demander de bien vouloir déposer sur la table de l'Assemblée les résultats de ces analyses et également les résultats des analyses faites sur les légumes que nous consommons. Oui, parce que champions que nous sommes depuis quelque temps dans les listes en tout genre et qui portent atteinte à l'image de notre pays, cette fois, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui nous place parmi les plus grands utilisateurs de pesticides par hectare. Pourtant, cette année encore, je ne vois rien pour encourager l'agriculture raisonnée ou la permaculture ou l'agriculture high-tech. De telles mesures préserveraient non seulement la santé de nos compatriotes, mais permettraient d'attirer plus de jeunes vers le secteur agricole. Oui, monsieur le vice-président, nos jeunes sont de plus en plus éveillés
écologiquement parlant, et ont conscience des méfaits des pesticides sur le long terme. Il faut donc les encourager à s'engager dans la production agricole saine pour pouvoir non seulement assurer, mais pérenniser notre sécurité alimentaire. Ce n'est pas acceptable qu'il n'y ait que les nantis qui puissent accéder à des produits agricoles de qualité qui ne seraient pas nocifs pour la santé. Il faut démocratiser l'accès aux produits agricoles sains. La qualité des aliments que nous consommons dépend de ce que nous ingérons dans nos sols. Et si nous continuons à polluer nos terres de la sorte, celles-ci deviendront stériles, ne pourront plus rien produire pour les générations futures et nous n'aurons plus de place dans nos hôpitaux pour accueillir nos compatriotes malades. Et là encore, on ne s'attaque pas aux causes profondes de nos maux. Le gouvernement investit à travers ce budget dans de nouveaux centres de cancérologie et propose des prêts pour aller se faire soigner dans les hôpitaux privés. Est-ce une coïncidence ici qu'un conseiller du Premier ministre ait choisi d'investir dans un hôpital privé pour soigner les cancers? Et pendant ce temps, le gouvernement ne s'attaque pas aux causes de cancer dans notre alimentation et dans notre environnement. Monsieur le vice-président, il est impossible de parler d'écologie sans parler de la parité, la condition féminine étant intrinsèquement liée à celle de l'environnement. SDG number 5 of UNDP 2030, I quote, "Ending all discriminations against women and girls is not only a human right, it is crucial for sustainable future. It is proven that empowering women and girls helps economic growth and development." Unquote. Maurice est encore classé 115e dans l'indice mondial d'écart entre les sexes en 2020. Et je ne crois pas que les prêts accordés aux femmes entrepreneurs par la DBM ou le changement de l'âge d'éligibilité pour le Back to Work Programme puissent résoudre le problème du gender inequality. Nos filles ont d'excellents résultats scolaires, mais n'arrivent toujours pas à briser le plafond de verre dans la vie professionnelle. Le ministre du Travail nous a dit de nous inspirer de ce qui se fait à l'extérieur. J'aimerais lui rappeler que je lui ai proposé en novembre dernier de s'inspirer de la Finlande, qui a adopté un congé de paternité équivalent au congé de maternité, j'apprécie qu'il arrive dans la chambre à ce moment-là, en remplaçant ainsi le risque de maternité par un risque de parentalité dans l'esprit des employeurs et que processe ainsi toute discrimination à l'embauche pour que les hommes et les femmes de notre République soient égaux face à une opportunité d'embauche. Malheureusement, nous attendons toujours et les mesures manquent cruellement dans ce budget pour faciliter aux femmes non seulement l'accès, mais le succès dans la vie professionnelle. La violence envers les femmes et les enfants, et la violence tout court d'ailleurs, est en perpétuelle augmentation. Je salue la possibilité désormais d'utiliser les enregistrements son et vidéo comme témoignage en cours, mais encore une fois, on ne s'attaque pas au problème à la source. La formation pour détecter les abus est bien accueillie, mais former aux alternatives à la violence est essentiel. J'avais déjà parlé de l'importance d'outiller les officiers à ces alternatives, notamment à travers la discipline positive, qui est une méthode basée sur la fermeté et la bienveillance, sur le respect mutuel et l'encouragement, plutôt que sur la colère et la violence. Cette méthode porte ses fruits sur le long terme et a fait ses preuves à travers le monde. Je renouvelle donc mon souhait que soient obligatoirement formés à une méthode bienveillante et respectueuse, non seulement les officiers du ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, mais également les enseignants et les parents qui ont besoin d'être guidés dans leur nouveau rôle dès la grossesse. Et de cette façon, on s'attaquerait au problème de la violence à la source et de façon holistique. Aussi, le Community Child Protection Programme n'est malheureusement destiné ici qu'à la sensibilisation à la détection des abus dans les zones vulnérables. Le ministre
Toussaint parlait tout à l'heure de l'importance de faire attention à la stigmatisation. Malheureusement, il n'avait pas compris la proposition de ma collègue, l'honorable Stéphanie Anctil, mais ici, il est important, effectivement, de faire attention à la stigmatisation. Parce que dans cette mesure, on vient sous-entendre qu'il n'y a que dans les zones vulnérables que les enfants sont victimes de violences. Alors que tous les enfants de tous les milieux sociaux sont potentiellement à risque face aux violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Donc j'espère sincèrement que cette mesure sera revue. Je salue le recrutement également de 34 psychologues pour les écoles primaires, mais je ne comprends pas pourquoi rien n'est prévu pour les collèges ou même pour les autres ministères. Et comment peut-on prétendre au bien-être de nos enfants quand on n'a toujours pas de pédopsychiatre disponible dans nos institutions publiques? Paragraphe 320D, je cite, « Un soutien psychologique sera prévu pour les enfants victimes de violences avant et après les procès ». Je suis très perplexe par rapport à cette mesure. Est-ce que ce n'était pas supposé déjà être le cas? Nous accueillons aussi favorablement l'augmentation de l'allocation du placement en famille d'accueil. Mais qu'en est-il de l'adoption? La ministre pense-t-elle qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rester dans un shelter jusqu'à ses 18 ans, qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rester dans un hôpital par manque d'alternatives? Maurice est signataire de la Convention de la Haye pour la protection des enfants depuis 1993 et a adhéré aussi à la coopération internationale en matière d'adoption depuis 1998. Et que disent ces conventions? Que si des parents souhaitent adopter un enfant de manière définitive, ils doivent pouvoir passer à travers un organisme agréé et spécialement dédié à cela. Mais il n'existe toujours pas à Maurice aucune autorité digne de ce nom et qui puisse s'occuper des cas d'adoption, de toutes les informations concernant ces enfants et qui puisse s'occuper de la transition de ces enfants entre la famille biologique et la famille d'adoption. Nous espérions donc que des mesures soient faites dans ce budget pour instaurer une telle autorité qui serait dans l'intérêt supérieur de nos enfants, puisque ça les permettrait de grandir dans une famille, dans la stabilité, dans la sécurité, dans l'amour essentiel à leur bon développement. Je regrette également qu'il n'y ait rien pour les enfants consommateurs de substances illicites, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Et plus généralement, je rejoins mes collègues et je déplore que la promulgation du Children's Act se fasse autant attendre. Et, Monsieur le Vice-président, permettez-moi de regretter que la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille trouve normal que 9 mois après avoir été voté, ce projet de loi ne soit toujours pas promulgué pour la simple raison que cela ait pris 26 ans pour qu'il soit amené au Parlement. Ce serait donc son explication à la population. Mais si les infrastructures n'étaient pas prêtes pour que ces projets de loi soient implémentés, pourquoi les avoir emmenés au Parlement? Les enfants de notre République n'en ont que faire des explications bancales. Ils attendent d'être protégés. Et le comble étant que la ministre, dans son discours, a beaucoup insisté sur l'importance de protéger les plus vulnérables. Mais y a-t-il plus vulnérables aujourd'hui, Monsieur le Vice-président, que ceux qui ont vu leur structure en tôle être démolie pendant le confinement dernier? Je dis structure en tôle parce que je sais que c'est une expression qui est chère au vice-premier ministre, l'honorable Bigadou. Y a-t-il plus vulnérables que ces personnes qui ont vu leur structure en tôle être démolie pendant le confinement dernier et qui dorment encore aujourd'hui sous des tentes? Plus d'une année que ces femmes et enfants sont ignorés par le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, et elles osent venir nous parler de protéger les plus vulnérables. Monsieur le Président, en parlant des personnes vulnérables, je note quelques mesures louables pour les personnes en situation de handicap. Mais l'essentiel manque toujours. Tant que le Disability Rights Bill ne sera pas une réalité, les droits des personnes en situation de handicap continueront d'être bafoués à travers notre société. Par ailleurs, dans l'investissement annoncé par le ministre des Infrastructures, la mobilité ou l'accès aux personnes en situation de handicap sera-t-elle enfin facilité? L'investissement de 2,8 milliards dédié à l'amélioration des infrastructures sportives au paragraphe 336, des infrastructures au paragraphe 43A,
Un investissement massif aussi dans de nouvelles infrastructures sportives au paragraphe 336. J'aimerais savoir si le gouvernement va enfin commencer à donner l'exemple en investissant dans des infrastructures vertes et innovantes. Et quand il parle d'amélioration des structures existantes, est-ce qu'il s'attaquera à la rénovation thermique et aux mises aux normes énergétiques des bâtiments du secteur public? Ce qui m'amène à l'annonce de la création du nouveau pôle de croissance à travers l'industrie des énergies vertes. J'ai une pensée pour nos jeunes qui s'inquiètent de ne pas pouvoir trouver leur place dans ce nouveau pôle de croissance annoncé, étant donné qu'un Professional Occupational Permit renouvelable de 10 ans sera donné à ceux qui viennent étudier au pays, alors même que 33% de nos jeunes sont au chômage. Mais ce qui apparaît comme un nouveau pôle de croissance est en réalité pas du tout une nouveauté, et comprend lui aussi plusieurs mesures recyclées. Je dis mesures recyclées puisque le budget 2015-2016 annonçait que la part d'énergie renouvelable serait augmentée à 35% en 2025. Le budget 2020-2021 annonçait 40% en 2030, et voici que ce budget 2021-2022 annonce l'ambitieux projet d'atteindre 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030, mais sans nous dire comment y arriver. Des objectifs donc toujours plus ambitieux, mais sans atteindre les résultats pour autant. I hate to interrupt you, but I've been trying to signal you your mask because it's live, okay? Ok, je suis désolée, à chaque fois que je parle, ça descend, I know. c'est normal. I'm not trying to interrupt you, but unfortunately... Non, je le relève, je prends note, je vous écoute, mais c'est... I appreciate that you even noticed me indicating that you had to lift it and you've been lifting it. I appreciate that you... Je l'ai relevé 3 fois. That's why I say, I appreciate that Oui. you have lifted it. Allez-y, continue. Est-ce avec des projets éoliens bornés comme ceux de Plaine Sophie ou l'extension de 40 MW à Plaine des Roches que le gouvernement compte atteindre l'objectif de 60% d'énergie renouvelable? Annoncés en grande pompe dans les précédents budgets, ces projets n'ont finalement jamais vu le jour. Toujours dans l'esprit de donner une impression de nouveauté, le ministre annonce l'augmentation de la capacité d'absorption des batteries. Cette fois, on prétend augmenter à 40 MW. Inutile de préciser que cette mesure était déjà annoncée dans tous les précédents budgets depuis 2017, et on apprend cette fois-ci en passant que nous ne sommes pourtant qu'à toujours 4 MW. Même constat pour la ferme solaire dans ma circonscription à Henrietta, qui avait été déjà annoncée dans de précédents budgets, mais dont l'implémentation complète se fait toujours attendre. L'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments du secteur public était elle aussi déjà annoncée dans le dernier budget, mais toujours rien en vue sur les toits des bâtiments de l'État, mis à part quelques tireurs d'élite lorsqu'un ancien ministre est appelé à comparaître devant la Cour. Je me demande également comment arriver à développer un nouveau pilier économique basé sur les énergies renouvelables si le gouvernement se repose uniquement sur les épaules de la CEB. La Mauritius Renewable Energy Efficiency, la MARENA, n'est même pas mentionnée dans ce discours du budget. Aucune mention non plus du Energy Efficiency Management Program. Et l'Utilities Regulatory Authority n'est mentionnée que dans l'annexe du budget pour uniquement revoir la composition de son board. Comment donc croire, avec toutes ces lacunes et tous ces manquements, au passage de l'utilisation de 25% d'énergie renouvelable à 60% d'énergie renouvelable en 9 ans, alors que cette part n'a augmenté que de 3% en 7 ans, et comment ainsi croire au passage de l'utilisation de 40% de charbon à 0% en 9 ans? Est-ce que ce sont des annonces faites parce que des fonds climat sont disponibles et que la COP26 se tient bientôt? Et en soi, l'objectif de 60% d'énergie renouvelable n'est pas impossible à atteindre. Le rapport Carnegie Clean Energy intitulé High Penetration Renewable Energy Roadmap for the Republic of Mauritius donne d'ailleurs toutes les indications pour y arriver. Mais notre crainte est que l'on rate encore une fois cette opportunité d'y arriver à cause d'un manque de leadership ou parce qu'on ne met pas les bonnes personnes aux bons endroits.
Mais pour autant, nous n'avons plus droit à l'erreur. La crise climatique, c'est maintenant. L'efficience devrait être le motto pour faire face à la crise écologique et à la crise économique. L'efficience se définit par le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour atteindre les résultats. Et tant que l'argent des contribuables sera investi dans des bâtiments qui restent vides, comme la Technopole de Rosebel ou le complexe sportif de Côte d'Or, plutôt que dans le pôle des énergies vertes avec des équipements innovants, et la dernière idée de génie, nous l'avons appris avant-hier, est celle d'investir dans une nouvelle carte d'identité. Quelle idée lumineuse pour continuer à gaspiller. Tant que le gouvernement continuera de dilapider les caisses de l'État, comme décrié par le directeur de l'audit, et tant que rien ne sera fait pour y remédier, nous ne pourrons parler d'efficience. Aujourd'hui, les systèmes qui se sont développés au cours des dernières années permettent une meilleure gestion de l'énergie. Les systèmes sont devenus plus intelligents et peuvent anticiper et prévoir la demande d'énergie plus précisément pour pouvoir s'adapter. Mais qu'est-ce que ce budget prévoit pour l'investissement dans de telles technologies innovantes ? Malheureusement, rien. Si nous voulons augmenter le niveau de vie de nos compatriotes, nous devons nous assurer d'y répondre avec des équipements efficients pour ainsi pouvoir réconcilier prospérité sociale et économique avec les engagements environnementaux. Donc pour finir, il est de la responsabilité de ce gouvernement aujourd'hui d'augmenter le standard de l'efficience dans tous les secteurs. On verra alors augmenter la demande pour des technologies propres et cela encouragera l'innovation. Bien sûr, il ne faudrait pas que les compagnies s'en retrouvent pénalisées, ce qui pèserait sur la croissance économique. Mais les technologies vertes ont l'avantage du contraire. Leur efficience permet aux entreprises de faire des profits, donc de créer des emplois, le tout bénéficiant à l'État. De cette façon, on réconcilierait croissance économique et impératifs environnementaux dans tous les secteurs. C'est ce que nous espérions voir dans le volet transformation et modernisation. Mais sous le titre Promoting Recovery, Revival and Resilience, on peine pourtant à trouver cette transformation. On peine à trouver un élan directeur qui puisse redonner confiance, qui puisse indiquer que oui, nous avons compris qu'avec la crise, il faut un changement de paradigme, que nous allons procéder à des changements profonds dans la façon de faire et d'envisager les choses. Mais non, aucune feuille de route avec des projets innovants, courageux, révolutionnaires, dignes de visionnaires tels que nous attendions. Les wishful thinking ou mesurettes recyclées qui nous sont servies auraient dû pourtant avoir été à l'origine d'un cadre global de réformes sectorielles basé sur l'économie verte. La toute première réforme que ce gouvernement aurait d'ailleurs dû implémenter est celle d'innover dans la façon de calculer le PIB qui ne prend actuellement pas en considération la contribution de la nature. J'ai posé une question parlementaire à ce sujet, PQB 350, et je regrette qu'elle soit toujours sans réponse. Le ministre des Finances aurait dû s'inspirer du System of Environmental Economic Accounting, établi par les Nations Unies en mars dernier, pour ainsi provoquer un changement de paradigme en intégrant la nature et le sociétal dans les décisions de développement. Mais faute de vision, le gouvernement crée l'illusion et nous mène en bateau. Le député de la circonscription numéro 16, l'honorable Itou, a terminé son discours en insistant sur l'importance d'être optimiste. Malgré mon sentiment de symphonie inachevée, j'aimerais lui partager cette phrase de William Ward qui dit « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend qu'il change de direction et le réaliste ajuste ses voiles. Puisse ce gouvernement se montrer réaliste, ne pas attendre que les crises passent, mais puisse-t-il ajuster ses voiles et surtout définir la destination. Et peut-être alors, peut-être pourra-t-il commencer à parler de ressusciter la confiance de la nation. Je vous remercie pour votre attention.